Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui je vais vous parler de The Walking Dead puisque la BD est arrivée à son terme au bout de 33 tomes et que la série est actuellement en train de diffuser la 10e saison. Je me suis dit qu'il était peut-être temps de faire les différences entre la BD et la série. Je suis un fan de la première heure de The Walking Dead, je lisais les tables de la prison lorsqu'ils ont annoncé l'arrivée de cet univers post-apocalyptique à la télé et je peux vous dire que j'étais comme un fou. Je vais faire les différences entre les deux jusqu'à la saison 9, tout simplement parce que je n'ai pas encore vu la saison 10. On va donc arriver à peu près jusqu'au début des chuchoteurs. Je finirai donc la vidéo en vous racontant la fin de la BD, donc pour ceux qui lisent la BD ou pour ceux qui regardent la série, ça peut éventuellement vous spoiler. On commence avec en numéro 1 les membres du campement d'Atlanta. Dans la BD, Tyrese, Jackie, Daryl et Merle et tous les événements qui leur sont liés n'existent pas. Et connaissant le succès qu'a le personnage de Daryl, c'est le petit plus de la série, clairement. Quant à la famille Morales, elle est quelque peu modifiée. Dans la série, nous avons affaire à un couple avec 2 enfants, une fille et un garçon, alors que dans la BD, c'est un couple avec des jumeaux. Retenez bien, les jumeaux, ils ont une petite importance au niveau de la BD. Numéro 2, Shane et Rick, l'affrontement. Les raisons de l'affrontement entre ces deux personnages sont les mêmes au détail près que dans la série. Shane meurt des mains de Rick non loin de la ferme d'Herschel, alors que dans la BD, Shane meurt juste à côté du campement d'Atlanta d'une balle dans la tête tirée par Carl. Personnellement, au sujet du personnage de Shane, que ce soit dans la BD ou dans la série, il avait un fort potentiel et c'est dommage qu'il meure aussitôt. Ils auraient pu faire peut-être quelque chose de plus explosif et de plus poignant s'il avait duré un peu plus longtemps. Et imaginez Shane face à Negan, ça aurait été violent. Numéro 3, Tyrese. Dans la série, Tyrese apparaît pour la première fois au niveau de la prison avec sa sœur Sasha. Il mourra bien plus tard suite à la morsure d'un rôdeur. Dans la BD, il apparaît sur la route après que le groupe de Rick ait quitté Atlanta pour un autre lieu qui, on le sait, sera la ferme d'Herschel. Il n'est pas du tout accompagné de Sasha puisqu'elle n'existe pas dans le livre, mais de sa fille et de son petit ami. Petite parenthèse sur la fille de Tyrese et son mec. Une fois arrivé à la prison, ils décident de se suicider l'un l'autre en se tirant dessus tous les deux en même temps, sauf que le mec va être plus rapide qu'elle. Suite à ça, Tyrese retrouvera sa fille donc du coup morte avec le mec et le flingue juste à côté. En voyant la scène, Tyrese pète un câble et tue le mec de sa fille de ses mains. Ce que j'ai oublié de vous dire, si dans la série Tyrese a un caractère à plutôt à ne vouloir tuer personne, dans la BD c'est tout autre chose. Il va d'ailleurs avoir une courte histoire d'amour avec Carol et finira par la tromper avec Michonne. De plus, arrivé à l'affrontement contre le gouverneur, ce n'est pas Herschel mais Tyrese qui finira décapité par ce dernier. Numéro 4, Dale. Si Dale meurt relativement tôt dans la série suite à l'attaque d'un rôdeur à la ferme d'Herschel, il en est autrement dans la BD. Vous vous souvenez de Bob, le mec qui sort avec Sasha avant Abraham dans la série? Vous vous souvenez de comment il meurt? Il se fait attraper par une bande de cannibales et à son réveil, il lui manque une jambe. Et il constate alors que ses ravisseurs sont en train de la lui manger juste sous son nez. Il se met alors à rire, leur expliquant qu'il s'est fait mordre par un zombie et que par conséquent la jambe qu'il lui mange est avariée. Et bien cette situation dans les livres c'est Dale qui la vit puisque Bob n'existe tout simplement pas. D'ailleurs le terminus n'existe pas non plus, dans les livres c'est surtout un groupe de 5-6 personnes qui se nourrissent de chair humaine et qui se cachent dans une forêt pas très loin de l'église de Gabriel. Dans la série ils ont droit du coup à un meilleur développement à mon sens puisqu'ils ont droit à un groupe beaucoup plus grand et un groupe mieux organisé. En tout cas ça l'était avant que Carol décide de tous les faire sauter. Pour le coup dans la série c'est vraiment un des petits plus, ce fameux terminus, et on aura un souvenir beaucoup plus marquant que dans la BD puisqu'on se souviendra essentiellement d'eux pour la mort de Dale. Pour finir sur Dale, malgré son âge quelque peu avancé, il vécut une histoire d'amour avec Andrea et avec elle ils devinrent les parents adoptifs des jumeaux après la mort pas très importante de leurs parents. Leurs parents qui est à peu près l'équivalent de la famille Morales dans la série. Numéro 5, les jumeaux. Les deux garçons âgés de 6-7 ans environ dans la BD sont un peu ce qui reste de la famille Morales dans la série. Leurs parents, comme dit précédemment, sont décédés et désormais leurs parents adoptifs sont Dale et Andrea. Vous vous souvenez sans doute de ce moment dans la série où Rick et son groupe sont tous éparpillés suite à la destruction de la prison par le gouverneur. C'est un moment que personne n'oubliera jamais. Il y a donc cette petite partie où on croise Carol, Tyrese et deux petites filles qui sont sœurs. Le résumé de cette histoire, c'est que la plus grande va tuer la plus petite, croyant que sa sœur va revenir, mais pas comme elle le comprend dans sa tête.
Carol se retrouve donc face à une jeune enfant qui ne comprend pas ce qu'est un meurtre et qui ne comprend pas non plus ce qu'est véritablement un rôdeur. Elle prend donc la lourde décision et à contre-cœur d'abattre l'enfant d'une balle dans la tête. Et bien dans la BD, c'est avec ces deux jumeaux que ça se passe, à la différence que le moment se passe sur la route avant la rencontre avec Gabriel et que c'est Carl et non Carol qui abat le jumeau restant. Numéro 6, entre Atlanta et la ferme d'Herschel. J'ai oublié de vous parler d'un détail qui a sa petite importance. C'est le moment que vit le groupe sur la route entre Atlanta et la ferme d'Herschel. Dans la série, ils arrivent à un laboratoire où se trouve un scientifique qui essaie en vain de trouver un remède. Ça se conclut par le décès de ce fameux scientifique et par l'explosion volontaire de son laboratoire. Dans la BD, ce n'est pas un laboratoire qu'ils trouvent, mais quelque chose qui ressemble un peu à Alexandria, avec des maisons et des murs, tout ça. En pénétrant dans les lieux, le groupe pense rapidement à s'installer sur le long terme. Malheureusement, ils se rendent vite compte que l'endroit est infesté de rôdeurs. Rick et les autres n'étant pas assez nombreux pour tous les tuer, ils décident de reprendre leur route. Numéro 7, Carol. Dans la série, Carol passe de la femme battue par son mari à la femme forte qu'on connaît tous aujourd'hui. Dans la BD, c'est tout le contraire, c'est une femme battue par son mari qui va trouver un peu de réconfort dans les bras de Tyrese. En tout cas, jusqu'à ce que ce dernier la trompe avec Michonne. Après ça, Carol fait une première tentative de suicide en s'ouvrant les veines. Puis une deuxième en se laissant mordre par un rôdeur à la prison. L'évolution du personnage de Carol est totalement différente entre la BD et la série. Là où dans la série, Carol décide d'abandonner sa condition de femme battue par son mari pour devenir une femme forte et indépendante, dans la série elle succombe plutôt au chagrin et meurt en 2 tentatives de suicide. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que la Carol de la série est bien plus badass et qu'on la préfère à celle de la BD. Elle renvoie une bien meilleure image au niveau de la série en ce qui concerne l'image de la femme et surtout, elle est une guerrière. Contrairement à la BD. En ce qui concerne sa fille Sophia, il n'y a pas grand chose à dire, entre la BD et la série c'est relativement plat, c'est pas vraiment un personnage très important, d'autant plus que dans la série elle meurt à la ferme d'Herschel, on la retrouve enfermée dans sa ferme, en zombie tout simplement. Et quant à la BD, il y a peut-être un peu plus de choses à dire sur elle, mais ce sera surtout vers la fin, mais je garde encore un peu le secret. Numéro 8, la ferme d'Herschel. Ce qui se passe dans la ferme d'Herschel est relativement similaire dans les deux, mis à part vraiment quelques détails, comme par exemple Bess, la sœur de Maggie, qui est très peu présente dans la BD et qui meurt assez rapidement au niveau de la ferme. Dans la série, Bess est plus présente, elle a un rôle plus marquant, je pense notamment au moment où elle se retrouve toute seule avec Daryl quand elle se fait kidnapper pour se retrouver ensuite dans un hôpital dirigé par une poignée de policiers. C'est d'ailleurs là qu'elle mourra un peu plus tard de façon prématurée quand Rick et les autres vont vouloir la récupérer. Pour finir, on en revient à la ferme qui, contrairement à la série, ne prend pas du tout feu, elle reste intacte. Dans la BD, c'est même ici que le groupe va finir par se réunir, se retrouver après la destruction de la prison par le gouverneur, alors que dans la série, on le sait tous, ils se réunissent après la fin du terminus. Numéro 9, le gouverneur. Si dans la série on voit 2 facettes du gouverneur, dans la BD c'est tout autre chose. Je m'explique. Dans la série on va découvrir dans un premier temps un homme cruel et dangereux. Lorsqu'il capture Glenn et Maggie, il force cette dernière à se mettre torse nu dans le but de la montrer à Glenn, lui faisant croire qu'il l'a violée. Il va donc essentiellement user de torture psychologique et parfois de violence physique. Dans un deuxième temps, on découvre le gouverneur seul à travers plusieurs épisodes, montrant ainsi un homme brisé, voire même attachant. Ce qui n'est pas du tout le cas dans la BD. Cruel, assassin, manipulateur et violeur, voilà ce qui caractérise l'homme dans le lit. Pour commencer, c'est Rick et Michonne qu'il capture. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il coupe la main droite du shérif. Quant à Michonne, il la séquestre, la frappe et la viole pendant plusieurs jours. Beaucoup moins sympathique que dans la série pour le coup. Mais ne vous inquiétez pas, Michonne étant aussi téméraire que dans la série, au moment de s'évader, elle reste en arrière pendant que Rick s'échappe pour ainsi trouver et torturer le gouverneur. Bien sûr, elle le retrouve chez lui, avec, comme dans la série, des têtes dans des aquariums et sa fille en zombie. Ce que va faire Michonne au gouverneur aurait pu rester longtemps dans les mémoires s'ils avaient décidé de le retranscrire à la télé. Elle lui coupe un bras, lui crève un œil et enfin, pour s'assurer qu'il ne puisse violer absolument plus personne, elle finit par lui couper les parties génitales. Michonne est décidément bien plus gore que dans la série. Ce qui n'empêchera pas le gouverneur de revenir un peu plus tard, plus déterminé que jamais à se venger, pour finir par décapiter Tyrese qui était avec Michonne en couple à ce moment-là. Numéro 10, Eugène, Abraham et Rosita. Pour ces 3 personnages, les intrigues restent à peu près les mêmes. Pour Abraham, vu que Sacha n'existe pas dans la BD, il rencontre une jeune femme du nom d'Holly une fois arrivé à Alexandria. Du coup, c'est simple, les intrigues de Sacha dans la série sont les intrigues de Holly dans la BD une fois arrivé à Alexandria. Quant à sa mort, dans la série, tout le monde le sait, tout le monde s'en souvient et s'en souviendra encore longtemps. Sa mort est la même mort que Glenn, tué par Negan à coup de Lucille. Dans la BD, il meurt d'une flèche tirée dans la tête. Du coup, vous avez compris, la mort de Denis dans la série, c'est la même mort qu'Abraham a dans la BD.
Quant à Rosita, là où elle perdure encore pour l'instant dans la série, dans la BD, elle est bel et bien morte puisqu'elle fait partie des têtes coupées par Alpha pour symboliser sa frontière. Pour ce qui est d'Eugène, c'est le même personnage que dans la série et la BD. Mais j'ai quand même une légère préférence pour celui de la série car dans la BD, le moment où Eugène se fait capturer par Negan ne dure pas très longtemps. Rick et le groupe ne tardant pas à le récupérer, alors que dans la série, Eugène va prendre part aux activités de Negan de manière spontanée, allant jusqu'à me convaincre que c'était bien un traître et qu'il était définitivement passé du côté des sauveurs. On l'a tous détesté pour ça. On le saura que bien plus tard, que Eugène avait bien un plan en tête, et c'est comme ça qu'on aboutit à l'affrontement final entre Rick et les autres, où Rick et les autres sont encerclés par les sauveurs armés jusqu'aux dents. Ainsi, au moment de tirer, voilà que toutes les armes des sauveurs leur explosent dans les mains grâce aux balles trafiquées d'Eugène. Tout ce passage dans la BD n'existe pas et c'est bien dommage, ça a donné un petit plus au personnage, un petit plus de courage qu'il n'a pas dans la BD pour le coup. Numéro 11, l'attaque de Negan à Alexandria. Au cours de l'histoire, il y a plusieurs interventions de Negan à Alexandria. Celle dont je veux vous parler, c'est le moment où Negan défonce la porte d'entrée d'Alexandria, causant ainsi l'arrivée d'une multitude de rôdeurs au sein des murs. C'est d'ailleurs aussi à ce moment-là que Carl prend une balle dans l'œil. La scène se déroule de la même manière dans la série que dans la BD, à un détail près. Dans la série, la perte de son œil est due à une balle perdue de la femme qui les accompagnait dans l'océan de rôdeurs. Dans la BD, c'est dû à une balle perdue de l'ancien chef d'Alexandria et père de Spencer. Dans le livre, c'est d'ailleurs à ce moment-là que meurt aussi Denise à cause de la morsure d'un rôdeur. Bien avant de succomber, elle aura quand même le temps de soigner l'œil de Carl. Morgan mourra aussi des mêmes causes que Denise, mordu par un rôdeur, alors que dans la série, on le sait tous, il va rejoindre le camp de la série Fear Walking Dead, mais personnellement je n'ai pas encore trop regardé cette série, je n'ai même pas vu quand Morgan arrive, donc je ne sais pas trop si dans la série au final il est encore vivant ou non. Numéro 12, Rick Grimes. Comment ne pas parler du principal intervenant de cette histoire, notre shérif préféré. Dans la BD, vous le savez déjà, il a une main en moins, la droite, suite au gouverneur qui lui a lui-même coupé. Plus tard, suite au combat final contre Negan, Negan va lui briser la jambe, lui causant ainsi des dégâts irréversibles, l'obligeant à se déplacer désormais à l'aide d'une canne. C'est là, je pense, le petit défaut de la série. On sent que Rick est immortel et indestructible, peu importe ce qui lui arrive. Contrairement à la BD, où on sent qu'au bout de tous ces affrontements, on sent que l'homme s'affaiblit, aussi bien physiquement que mentalement. L'argument le plus flagrant et la différence la plus grande, c'est bien sûr le moment dans la série où tout le monde croit que Rick est mort alors qu'il était en fait sauvé par l'intervention de Jadis et d'un mystérieux hélicoptère. Bien sûr, Rick dans la BD est présent jusqu'à la fin de l'histoire, je garde encore quelques détails pour vous préciser plus tard ce que devient Rick à la fin de la BD, c'est encore le petit secret que je garde aussi pour la fin. Il n'y a bien sûr aucun événement de la sorte qui se passe dans le livre, d'autant plus que Jadis et son groupe ainsi que le groupe d'Ancient Shide n'existent pas non plus dans la BD. Côté cœur, contrairement à la série, Rick et Michonne ne sont absolument pas ensemble, ils sont tout au plus meilleurs amis. Non, Rick dans la BD sort plutôt avec Andrea qui n'est pas du tout morte comme dans la série au niveau du gouverneur. Quant à Michonne, après son histoire avec Tyrese, elle aura une courte histoire d'amour avec Morgan avant qu'il meure, puis enfin avec Ezekiel qui sera son dernier puisque lui aussi finira par mourir dans la BD. Numéro 13, le fils du shérif, Carl. Notre cher Carl qui est un personnage non négligeable, que ce soit dans la BD ou dans la série. Dans la série, on sait tous que Carl finit par mourir, contrairement à la BD, car il est présent jusqu'à la fin de l'histoire. C'est même lui qui clôture la BD, mais je n'en dis pas plus, il faudra attendre la fin. Du coup, dans la série, là où on réévite une histoire d'amour avec Lydia, la fille d'Alpha, allant même jusqu'à tenter de la récupérer lorsque cette dernière se retrouve obligée de retourner avec sa mère après plusieurs menaces de déclencher une guerre. Eh bien, toutes ces péripéties, toutes ces intrigues que Henry de la série vit, c'est les intrigues de Carl dans la BD, à l'exception du fait que lui ne finit pas décapité par Alpha, contrairement à Henry qui lui n'existe pas non plus dans la BD. Numéro 14, Negan et Judith. On va surtout parler de la relation entre ces deux personnages qui est plutôt passionnante et qui m'a beaucoup plu au niveau de la série. C'est encore un des petits plus, tout comme le terminus qu'ils ont pris le temps de développer dans la série mais pas dans la BD. De toute façon, dans la BD, ça aurait été plutôt difficile puisque Judith meurt presque au niveau de la prison une fois qu'elle est née dans les bras de sa mère. Tentant de s'échapper, Laurie avec Judith dans les bras, le gouverneur leur tire dessus,
Les deux touchés par la balle meurent ainsi au niveau de la prison. Alors du fait d'installer une certaine relation entre ces deux-là dans la série, et je trouve une excellente exploitation du personnage qu'est Judith. De plus, avec la mort de Carl et la mort présumée pour le coup de Rick, ils ont l'air de l'avoir choisi pour les succéder. Et ça me paraît une très bonne idée, il faut juste voir ça sur le long terme. Numéro 15, Dwight. On va rapidement parler de Dwight, qui, dans la série ou dans la BD, est un événement majeur à la chute de Negan. Si dans la série Daryl le chasse après tout que soit fini, si bien qu'on ne le revoie plus, et bien dans la BD, il devient le chef des sauveurs après la chute du manieur de Lucille. Il devient alors un bon ami de Rick, même si parfois les deux semblent pas tout le temps d'accord sur certains points. Numéro 16, le roi Ézéchiel. Rien de particulier pour Ézéchiel qui est exactement le même personnage charismatique avec son allocution bien particulière et bien à lui. Seule grosse différence, dans la série il est en couple avec Carol alors que dans la BD il est en couple avec Michonne. D'ailleurs la tête de ce dernier Ézéchiel finira par faire partie de la frontière matérialisée par Alpha. Alors que dans la série il me semble qu'il est toujours en vie. Je le rappelle, je n'ai vu que jusqu'à la saison 9. Voilà pour toutes les différences entre la BD et la série Walking Dead. À présent, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je vais vous parler des détails les plus importants qui concluent l'histoire de la BD. Alors pour d'éventuels spoils, c'est maintenant. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu si ça vous a plu jusqu'à maintenant. Et pour ceux qui veulent bel et bien connaître la fin de la BD, c'est maintenant. Donc après les événements de la frontière matérialisée par Alpha, Rick va avoir certaines discussions avec Negan, qui par la suite ce dernier va décider de s'échapper de sa cellule afin de retrouver les chuchoteurs. L'intrigue va donc nous laisser penser pendant un temps que Negan va tenter quelque chose contre Rick, à l'aide des chuchoteurs, jusqu'au moment où Negan parvint à décapiter Alpha pour ramener sa propre tête à Rick, lui annonçant que grâce à lui la guerre était finie et qu'il l'avait gagnée. C'est d'ailleurs grâce à cette action que Negan se retrouve libre, mais pas libre de vivre à Alexandria, à la colline ou au royaume. Il reste néanmoins exilé et se retrouve donc obligé de partir afin de vivre seul quelque part au milieu des bois. Il va donc retourner à son ancienne maison apparemment, on peut en déduire ça comme ça. Il va donc aussi enterrer Sabat qui l'a nommé du nom de sa femme et finira ses jours ici. Il vivra désormais dans la maison qu'il avait avant l'apocalypse. Le problème de Negan réglé, et visiblement le problème d'Alpha réglé aussi, la guerre n'est pour autant pas tout à fait gagnée, car il reste encore Beta qui, en retrouvant le corps sans tête et sans vie d'Alpha, décide d'envoyer l'armée de rôdeurs durement rassemblée jusqu'ici et qui est présentée à Rick lors de sa visite à Alpha. Beta parvint à lancer son armée durement rassemblée de rôdeurs sur Alexandria. On se retrouve donc à une étape de l'histoire où Rick et tous les autres se retrouvent à affronter l'armée de rôdeurs la plus grande jamais construite par l'homme. Et ce problème de rôdeurs, c'est grâce à l'intelligence d'Eugène qu'ils vont avoir l'idée de guider cette gigantesque armée jusqu'à une falaise qui donne sur l'océan. Ainsi, avec le bruit et la force des vagues qui se jettent sur les rochers, tous les rôdeurs vont s'y jeter un à un, se fracassant contre le rivage. C'est pendant cette manœuvre de guidage que Andrea se fera mordre et mourra par la suite, Rick étant à ses côtés jusqu'à la fin puisque je le rappelle dans le livre, ces deux-là sont en couple. Pendant la manœuvre habile d'Eugène et des autres, Negan va faire un face-à-face avec Beta qui repartira blessé de cet affrontement. Peu de temps après tous ces événements, on a l'occasion de suivre le couple Jésus et Aaron. Lui, dans la BD, Jésus est toujours vivant et quant à Aaron, il a toujours ses deux bras, contrairement à la série. C'est là que Beta, bien que blessé, attaque les deux amoureux, mais Jésus parvint à l'achever assez rapidement. Et c'est ainsi que l'arc des chuchoteurs prend définitivement fin. On arrive donc aux dernières péripéties avant la conclusion de l'histoire. Au cours des événements des chuchoteurs, Eugène avait rénové une vieille radio avec laquelle il espérait trouver de nouvelles personnes, voire même une nouvelle communauté. Qui sait, on ne sait jamais. On peut se demander également si cette fameuse radio est la même que l'on aperçoit à la fin de la saison 9, utilisée par Ézéchiel. Eugène va donc finir par prendre contact avec une jeune femme via cette radio. Tous deux vont donc échanger des informations concernant leurs communautés respectives. On apprendra via Eugène que cette communauté s'appelle tout simplement la communauté, qui sont environ 30 000 personnes et qu'ils ont une grande force de frappe militaire, et que pour finir, ils sont basés dans l'état de l'Ohio, ce qui fait une sacrée distance entre les deux. Après qu'un peu de temps se soit écoulé, Rick a pris leur existence par Eugène. Les deux communautés décident d'établir un contact. Après leur accord, il est décidé que Rick envoie un petit groupe à leur rencontre, faisant la plus grande partie du voyage. Et c'est ainsi que Eugène et Michonne partent avec quelques autres personnes direction l'Ohio. Juste avant de prendre contact avec la communauté, ils vont croiser une jeune fille seule depuis un moment, surnommée Princesse. Arrivent maintenant les premiers contacts physiques entre les deux communautés. Après une batterie de questions posées à Michonne et à Eugène afin de s'assurer qu'ils
n'ont pas de mauvaises intentions, la communauté décide de les emmener à leur lieu d'habitation. Une fois arrivé à proximité du lieu de vie de la communauté, on va recevoir diverses informations. Pour commencer, la ville n'est pas du tout entourée d'un mur, ils ont ce qu'ils appellent un périmètre de sécurité. Ils assurent ainsi avec des patrouilles un certain périmètre tout autour de la ville. On apprend également qu'ils disposent d'un stade de foot où ils organisent des activités comme des matchs de foot, des concerts ou autre chose. On constate alors qu'ils ont rétabli plus ou moins la vie d'avant. Les gens mangent au resto, font les magasins, mangent des pâtisseries, tout ça. Un détail plus qu'important, à l'entrée de la ville, la communauté dispose d'un tableau où les habitants viennent mettre les photos de leurs disparus dans l'espoir de les retrouver. Ils utilisent cette méthode depuis à peu près le début de l'apocalypse, c'est important de le savoir puisque ça va. Et c'est donc sur ce fameux tableau que Michonne va apercevoir une photo d'elle avec la mention « Si vous la trouvez, prévenez-moi ». Cette photo affichée là sur ce fameux tableau, c'est sa fille, la fille de Michonne. On constate et on comprend alors que tout comme elle a survécu à l'apocalypse, trouvant refuge dans la communauté. Maintenant sa fille retrouvée, on va avoir l'occasion de faire la connaissance de plusieurs personnages qui sont assez importants au sein de la communauté, notamment à commencer par sa chef, qui s'appelle Pamela et qui a pour surnom la gouverneuse. Mais attention, ne vous y prenez pas, il n'y a aucun point commun ni aucun rapport avec le gouverneur. On va notamment aussi apprendre le chef de la sécurité de la communauté qui a pour nom Mercer, qui sera aussi lui assez important, et aussi le fils de la gouverneuse qui lui est un putain de gosse de riche, qui se croit vraiment tout permis et qui en est énervant au point d'être comparable à Joffrey dans Game of Thrones. D'ailleurs il va commettre un acte qui plus tard le rendra encore plus détestable que Joffrey. On a envie qu'il ait une mort aussi douloureuse que ce dernier dans Game of Thrones d'ailleurs. Un peu plus tard par la suite, au travers des yeux de Michonne, on va apprendre un peu plus le fonctionnement de cette fameuse communauté qui a entre guillemets retrouvé un peu la vie d'antan. Mais pas tout à fait quand même, puisqu'il reste encore de nombreux litiges et de nombreux dangers quand même. On va donc s'intéresser au fond et au fonctionnement de la communauté, parce qu'ils sont quand même un peu plus de 30 000 personnes, alors il faut les gérer. Alors comment s'y prennent-ils ? Eh bien c'est assez simple, même si ça reste assez douteux et problématique. Tout d'abord, ils attribuent le même métier ou alors à peu près la même équivalence de ce que la personne avait avant l'apocalypse. En gros, par exemple, si tu étais médecin, tu redeviens médecin. Si tu étais vendeur, tu restes vendeur. Après tout ça, après avoir redistribué un métier ou un équivalent à chaque personne, ils distribuent un équivalent de biens qu'ils avaient avant l'apocalypse. Donc en gros, si tu exerçais un métier prestigieux comme par exemple médecin à leurs yeux, tu obtiendras une maison plutôt moderne, spacieuse et lumineuse. Et si tu exerçais un métier plus, disons, normal dans le commun, comme par exemple vendeur, ils te donneront un pauvre appartement assez miteux. On en vient donc à la distinction sociale. C'est d'ailleurs sur cette différence entre les riches et les pauvres que Rick et Pamela ne seront pas d'accord. Un nouveau conflit qui n'est pas du tout comme les autres cette fois, ça va être un conflit surtout psychologique et qui va peut-être déboucher en guerre civile. Voilà le nouveau problème et l'ultime problème surtout auquel Rick et les autres vont être confrontés avant la fin de l'année. Rick n'approuvant que moyennement leur méthode, c'est vrai quoi. Tu viens de survivre à une putain d'apocalypse, t'es un putain de survivant, t'as fait des trucs de ouf pour survivre, c'est un truc de dingue. Tu retrouves refuge dans une ville, tu crois que ça y est, tu vas pouvoir vivre tranquillement, tu crois que t'es sauvé, mais là on te retrouve à te coller une étiquette de soi-disant pauvre qui n'est absolument pas justifiée. Tu vois qu'on est tous dans le même bateau, mais pas vraiment parce que tu vois que quelqu'un a un château alors que toi tu as un appartement. Tu vois que quelqu'un vit plus facilement que toi alors que c'est la mort dehors avec tous les zombies qui t'entourent. Il y a quoi de devenir cinglé et de vouloir se révolter quoi. Bref, c'est sur le thème de la distinction sociale que les problèmes émergent, vous l'aurez compris. Rick va faire des concessions et donc fermer les yeux sur les différences qu'il y a entre chaque personne. Ce qui ne sera pas du tout du goût de Dwight qui tentera au milieu d'une conversation de tuer la gouverneuse. Rick, dans la précipitation, va prendre une décision rapide et non réfléchie en tuant Dwight d'une balle dans la tête. Il voulait tout simplement éviter qu'une nouvelle guerre éclate. Ce qui ne parviendra pas à éviter. Une guerre civile était déjà en approche depuis bien longtemps avant même que Rick ne fasse la connaissance de la communauté. Mercer, le chef de la sécurité, était déjà en train de songer à faire tomber la gouverneuse, et il en était encore plus convaincu après avoir fait la connaissance de Rick. Pour Mercer, à ses yeux, Rick était l'homme qui devait diriger la communauté pour mettre fin à cette distinction sociale entre les riches et les pauvres. Pour Mercer, Rick était l'homme qui allait rendre les choses plus justes.
Et là-dessus, on est tous d'accord, Rick fera très bien le taf. La révolte étant lancée et ne pouvant plus être arrêtée, la gouverneuse est défaite de ses fonctions et Rick, sans même le vouloir, est porté au titre de chef de la communauté. Donc là, ce que j'ai fait, c'est un résumé bien condensé, j'ai sauté plein de petits détails, et si vous voulez savoir tous ces petits détails que je n'ai pas cités, je vous conseille vivement d'aller lire la BD, c'est vraiment un chef-d'œuvre, vous ne le regretterez pas. On en arrive donc à une étape importante, le fils de la gouverneuse, qui comprit qu'à partir de ce jour-là, tous ces petits privilèges étaient du passé. On rappelle que c'est un putain de gosse de riche. Il allait donc devoir travailler et vivre absolument à égal comme tout le monde. Ne supportant pas l'idée et tenant Rick pour responsable, il s'infiltre un soir dans la chambre du shérif et finit par l'achever. Et ouais, Rick décède des mains d'un petit con arrogant. Putain, quitte à voir mourir Rick, on aurait préféré tous le voir mourir des mains d'un gouverneur ou d'un Negan. Ça, c'était un ennemi badass et peut-être qu'il aurait eu une mort mémorable. Mais là, c'est une mort vachement frustrante. Il meurt sans même se battre, de façon... Il le prend par surprise de toute façon et il meurt du coup des mains d'un gamin riche et prétentieux. C'est vraiment une mort très frustrante. Franchement, Rick méritait beaucoup mieux, mais bon. Le lendemain, c'est donc Carl qui retrouve le corps de son père revenu à la vie et qui dut l'achever. Je vais me répéter, mais c'est quand même frustrant, ouais, frustrant, de se dire que Rick, après tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'il a transmis, tout ce qu'il a enduré physiquement et mentalement, c'est un gosse, à peine plus âgé que Carl, est né avec une cuillère en argent dans la bouche, sans aucun charisme, qui met fin à sa vie. D'ailleurs, Carl ne tardera pas à trouver le coupable. Il ne galérera pas trop, les preuves étaient là et du coup le gars était déjà à moitié grillé avant même d'avoir tiré sur Rick du coup. Carl n'aura pas d'ailleurs de mal à trouver le coupable et en souvenir de son père et de sa mémoire, il va donc au lieu de le tuer, lui infliger la prison à perpétuité comme son père l'a fait avec Negan, afin de montrer que l'espoir était toujours là. Arrive ensuite un moment très fort au niveau de la BD, mais qui je pense ne se produira pas dans la série tout simplement parce que Rick est parti et d'après certaines rumeurs, d'après ce que j'ai lu sur internet, bon après c'est des rumeurs, faut pas les prendre au sérieux, mais des fois il y a des choses qui sont vraies quand même. Apparemment c'est Rick qui ne reviendra pas dans la série, donc ce moment-là a priori il ne sera que dans la BD. Et c'est bien dommage parce que ce moment, c'est un moment très fort et qui marque vraiment beaucoup l'histoire. C'est au moment où Carl prend la route avec le corps de son père afin de le ramener à Alexandria pour qu'il y soit enterré aux côtés d'Andrea. Et c'est alors que Michonne et Maggie lui disent que certaines personnes aimeraient l'accompagner jusqu'à Alexandria pour enterrer son père. Carl tourne alors brièvement la tête et on comprend que Rick Grimes aura le droit à un véritable cortège. Il va être escorté par tous les personnages que l'on connaît jusqu'à maintenant et que l'on aime. Car tout le monde, s'ils en sont là aujourd'hui, s'ils ont ce qu'ils ont, c'est grâce à cet homme qui est là maintenant allongé dans son cercueil, Rick Grimes. Nous voici donc arrivés à l'épilogue, au tome 33, le dernier qui conclut l'histoire de la BD. Bien des années se sont écoulées, Carl a environ, je dirais, 30-40 ans, il n'y a pas vraiment d'indication sur son âge, mais on peut estimer à sa tête qu'il a environ désormais l'âge de son père Rick. Il est maintenant marié à Sophia, et ils ont une fille, qu'ils ont choisi d'appeler Andrea. Quant à Eugène, il a remis les chemins de fer en route, il leur est désormais possible de voyager en train. Sébastien, le fils de la gouverneuse, est toujours en prison et il le restera. Il a néanmoins régulièrement des visites de sa mère. Jésus et Aaron coulent des jours heureux ensemble, tout comme Mercer et Princesse qui sont ensemble eux aussi. Negan est devenu une sorte de légende ou d'ermite, on sait pas trop. Personne ne sait ce qu'il est vraiment devenu, mais une chose est sûre, Carl lui apporte jusque devant sa porte régulièrement des provisions, et il ne les prend qu'une fois Carl parti. Michonne, quant à elle, a repris son ancien métier d'avocate et elle est devenue grand-mère. Et quant à Maggie, eh bien c'est tout juste la présidente de ce nouveau monde. Impressionnant, n'est-ce pas? Quant aux rôdeurs, ils se font désormais assez rares, extrêmement rares. Surtout que la zone sûre est désormais extrêmement étendue. On constate aussi que, on sait pas trop, peut-être au milieu de la ville, une statue est érigée de l'homme qui a rendu tout ça possible, Rick Grimes. On arrive alors enfin aux dernières pages de la BD, aux dernières lignes avant la fin. On accompagne Carl qui est en train de lire une histoire à sa fille, et tout comme elle, on écoute l'histoire que Carl raconte.
C'est l'histoire d'un certain homme qui se réveille après une apocalypse zombie. Il se réveille dans un hôpital. Et cet homme, il ne sait pas encore, mais il va reconstruire le monde.